Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Talk Tabou Media, le média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on brise les silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent à notre communauté. On parlera aussi de notre histoire, de notre culture et de tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Ce podcast, c'est un espace libre, bienveillant, où l'on se confie et s'exprime sans filtre. Alors, installez-vous et bienvenue dans la conversation. N'hésitez pas à vous abonner à Talk Tabou Media sur toutes les plateformes. Vous trouverez facilement en tapant Talk Tabou Media sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis. Je me présente, je m'appelle Christelle et je suis la fondatrice du média Talk Tabou Media. Et aujourd'hui, j'anime un épisode avec Shilpa Devi, qui nous fait l'honneur d'être ici, tout droit venu du Pays Basque. Et je voulais te demander du coup, comment t'allais ? Je vais très bien, bonjour Christelle. Merci de me recevoir et de me consacrer du temps. Je suis ravie d'être là, de passer l'après-midi avec toi. Merci à toi, Shilpa Devi, de t'être déplacée pour tourner cet épisode qui va être, à mon avis, très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer un sujet bien tabou dans nos communautés. Et on va parler notamment du rapport qu'a la femme tamoule à sa sensualité. On a du coup pu discuter de ce sujet avec Shilpa Devi. Il y a plusieurs choses qu'on va du coup vous mettre en valeur, en avant. Je pense que ce sont des choses essentielles et des choses qui vont nous aider à comprendre certaines étapes de nos vies en tant que femmes franco-tamoules, franco-sud-asiatiques. Alors dans un premier temps, pour commencer le podcast, j'aimerais beaucoup que tu te présentes. Donc tu te nommes Shilpa Devi et qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens ? Est-ce que tu pourrais nous expliciter ta situation aux auditeurs ? Alors bonjour Christelle, je suis une bipède biculturelle, espèce non endémique qui vient du Pays Basque, mais qui est née à l'origine en Inde, à Pondichéry, de parents tamouls. Je suis née française, de parents aussi français. J'ai fait ma scolarité dans un collège français, Saint-Joseph de Cluny, et ensuite au lycée français de Pondichéry. Et je suis venue continuer mes études à l'adolescence, où je dirais plutôt, entre guillemets, fuis le mariage arrangé et ses conséquences. Donc je suis arrivée jeune en France. Ça fait presque 35 ans que j'y vis et je travaille. Okay. J'ai travaillé dans divers domaines, dans le public, dans le privé, notamment en gestion. Donc j'ai commencé par un diplôme en comptabilité et le dernier en date, c'est commerce international. Donc à un moment donné, il y a eu une remise en question, un blackout, et j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Et je suis arrivée par hasard sur l'écriture. Je n'ai pas rêvé d'être écrivaine et l'écriture s'est imposée à moi. J'ai commencé à déverser mes états d'âme dans des journaux et petit à petit ça s'est transformé en textes poétiques, en nouvelles et ça s'est finalisé par un roman. J'ai toujours cherché un exutoire pour déverser ma créativité et puis voilà, c'est les livres. Et mes livres aussi sont nés d'une envie de partage avec aussi une transmission culturelle, une transmission aussi de la langue tamoule. Mettre surtout en lumière les femmes, les rituels ancestraux qui, à travers la sororité qui les unit. Et je devrais dire que les femmes sont des passeuses d'histoire, donc leur rôle essentiel aussi c'est l'éducation, donc tout passe aussi, et beaucoup de choses passent par les femmes, donc c'est un peu le pilier dans une famille. Donc la cause féminine s'est distinguée des autres, surtout par ce que j'ai vu, entendu, dans mon enfance et ensuite dans mon entourage en Inde ou en France.
C'est-à-dire que j'étais une féministe qui s'ignorait. Je ne pouvais pas le définir quand j'étais enfant, ce que c'était le féminisme. Mais je voulais faire quelque chose de ma vie et aussi ne pas suivre la voie traditionnelle que mes parents avaient tracée pour moi. Les livres, c'est aussi l'occasion pour moi de partager ça avec d'autres femmes, donner envie, inspirer, sans imposer, quoi, encourager, et fédérer aussi les autres. On peut dire que Shilpa Devi, c'est la rebelle de son temps. Et donc, pour illustrer son parcours d'écrivaine, donc là, j'ai 3 bouquins dont tu m'as très gentiment donné. Alors, n'hésitez pas à les retrouver ou à les acheter même pour soutenir Shilpa Devi sur Amazon. Vous les trouvez sur Amazon et également, on peut aussi te retrouver sur Facebook, mais ça, je le donnerai à la fin pour justement voir si tu fais des rencontres, parce que tu fais aussi des rencontres oui, je fais des conférences, des salons. Oui. Donc peut-être que vous pouvez aussi les retrouver, mais si vous voulez absolument les lire, moi je conseille, c'est Amazon et vous les retrouverez de façon assez rapide. Alors donc c'est notamment au travers de ton travail de recherche que du coup tu as pu relever plusieurs thèmes importants. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une conférence que tu fais, que tu procures sur les rites féminins. Oui. C'est d'ailleurs là que je t'ai rencontrée en avril dernier. Et c'est super intéressant pour une personne comme moi, qui est du coup franco-tamoule, qui ne s'y connaît pas vraiment en termes de rites, qui a quand même une vision de la culture francisée, on va dire, au travers même de la transmission de la culture. J'ai quand même un aspect un peu biaisé de la culture et je connais pas vraiment les bases même des rites que j'ai pu vivre et les bases même de ma culture indienne. Donc on va concentrer un peu notre podcast sur ce sujet-là et surtout sur le rapport à la sexualité de la femme tamoule. Donc moi je vais l'expliciter. Qu'est-ce que du coup la femme tamoule ? Alors tamoule, donc c'est une langue parlée dans l'Inde du Sud et on retrouve énormément de diaspora tamoule issue de l'Inde du Sud. Donc grossièrement de Pondichéry et de Karaikal, mais on a aussi la diaspora issue de l'Ilam Tamoul, qui est du coup la partie tamoule du Sri Lanka, et on a communément chacune de ces diasporas des rites en commun qu'on nomme par des noms différents, mais tout ce qu'on va expliciter ici dans ce podcast, c'est très proche du coup de ces deux communautés, même si on va utiliser des mots du tamoul de l'Inde. Nous, on a la chance d'enregistrer un épisode sur le Manjal. Pardon, si tu peux me... Alors, c'est le Manjal Nirata Vija. On l'a bien francisé là, parce que ça se dit pas comme ça, enfin... Bon, là, on a avec un accent assez occidentalisé. Mais en gros, pour tout vous dire, c'est la fête de la puberté. Donc ça, on va l'expliciter en amont là sur notre prochaine question. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête de la puberté ou le Manjal Nirata Vija? Est-ce que tu pourrais nous en donner la description générale pour nos auditeurs? Oui, alors Manjal Nirata Vija, littéralement, c'est le bain à l'eau de curcuma. Symboliquement, c'est purifier la jeune fille. C'est énergétiquement parlant et quand elle a ses premières règles. Après, il y a le côté psychologique aussi. Il s'est préparé à sa féminité naissante. L'accompagner dans une nouvelle étape très importante de sa vie. Pour une petite jeune fille de 13-14 ans, c'est les aînés qui l'initient à l'art d'être une femme. Donc, comme avait dit Madame Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. J'ai retrouvé cette idée justement en faisant des recherches pour ma conférence. Ça se rejoint, quoi. Hein. Mm-hmm. Et il y a aussi une transmission intergénérationnelle qui se fait, où les aînés initient les plus jeunes, à ce que ça va être sa vie de femme, et qu'est-ce que c'est cette puberté, et comment. Et tout ça est codifié par des rites qu'on appelle Nalangu. Le rituel, c'est le Salangu. Et on fait un Nalangu, c'est-à-dire c'est vraiment on utilise un processus pour honorer son féminin sacré, et ça passe par
par des ingrédients qu'on utilise couramment, comme le curcuma qui est réputé pour ses propriétés antiseptiques. Il y a le santal, il y a le lot de rose. Et donc le nalangue, on asperge, enfin asperger, c'est pas le terme peut-être, mais c'est là où on dépose en fait toutes ces épices sur le corps de la femme, histoire de Oui, au début ça commence, c'est-à-dire qu'on badigeonne son cuir chevelu d'huile de sésame, parce que l'huile de sésame, ça a une propriété de faire refroidir la température du corps, une propriété rafraîchissante. Donc on commence par ça. Et ensuite, les femmes, c'est toujours, ça se passe entre femmes. Hein. Ouais. C'est les tantes, les cousines, mères, grand-mères ou amies proches. C'est vraiment la proche famille qui le fait. Elle lui donne un bain à travers un tamis. Alors, elles font couler de l'eau safranée au curcuma. Et après, une fois qu'elle est apprêtée, on l'habille avec des jolis vêtements et des bijoux. Là, elle reçoit le nalangue à proprement parler. Donc, on enduit son corps, c'est symbolique tout ça. Hein, parce que je pense qu'à l'époque, c'était les produits de beauté des femmes et c'est des produits cosmétiques hein, qui étaient naturels, qui étaient utilisés pour l'entretien du corps. Donc, en fait, on l'enjolivait. Oui. C'est le terme de tous ces produits. Oui. Donc en fait, ce qu'on faisait concrètement, moi je l'ai aussi vécu dans cette fête de la puberté, c'est qu'on mettait en fait du manjal, donc le turmeric sur les joues. Oui. On essayait du santal aussi, on bénissait aussi avec le santal. Et en fait ça, les gens le faisaient à tour de rôle. Après, moi, je me rappelle qu'il y avait aussi les hommes qui étaient impliqués dans ce processus parce que c'est occidentalisé, on va dire. Mais de base, c'était que les femmes. Oui, elles le faisaient entre elles, oui. Et il y a plusieurs aspects aussi qui sont intéressants et je voulais t'en parler. On a cette image vraiment de sororité. On entoure la femme de façon bienveillante pour en fait la vénérer par rapport à son futur, du fait que voilà, elle est devenue jeune fille. C'est bien que tu parles de vénérer parce que c'est un peu Shakti, l'énergie féminine sacrée. Lors des rites féminins comme ça, la femme est élevée au niveau d'une déesse en fait. C'est vraiment ça, voilà, comment ça se passe, même le déroulement. L'honorer comme ça avec. Mais justement, on est sur un aspect super positif, mais au contraire, moi, j'ai senti aussi un peu d'injustice, si je puis dire, hein, et j'aimerais bien débattre sur ce sujet, dans le sens où j'ai vécu de l'isolement menstruel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'isolement menstruel avec mes mots ? C'est le fait de, juste après que la fille a ses règles, on l'isole 3 jours dans une chambre à part, donc elle a sa chambre à part, elle n'est pas au contact des hommes, elle n'est pas du tout au contact même des objets, elle n'a pas le droit de toucher, etc. Et justement, ce fait-là aussi d'isoler la personne qui est tant vénérée, comme si en fait elle était un peu une pestiférée, c'est pas en contradiction un peu avec l'image même du rite ? Avec le recul, moi je le perçois pas comme ça. Il faut le situer à l'époque où ça a été instauré, tous ces rites. Ça se faisait souvent dans les villages, on les protégeait un peu de tout, on les mettait au repos aussi pendant 7 jours. Les filles, elles restent au repos, elles font pas les travaux ménagers, elles vont pas à l'école. Bon, maintenant, c'est le cas. Hein. Et puis c'est les premiers saignements, donc la jeune fille elle est fatiguée, donc ça l'oblige à se reposer. Et sujet tabou, c'est qu'il y a un tabou autour des règles aussi en Inde. Ça vient aussi d'aspect hygiénique parce que à l'époque elles n'avaient pas toutes les protections qu'on a nous, les protections hygiéniques et autres. Voilà, lors des saignements, c'était justement elles étaient isolées pour cette raison que c'est considéré le sang des règles était considéré comme impur et pas propre donc. Et puis il y a aussi une croyance. Les Indiens, les hindous, ils croient aux mauvaises énergies, donc ils font des protections, des barrières pour qu'elles ne soient pas impactées par des entités. Voilà, il y avait aussi tout cet aspect un peu surnaturel. Et je pense qu'on essayait de la protéger de l'entourage et de la mettre au repos.
Il y a toujours le tabou qui perdure. Les femmes, elles n'ont pas le droit de rentrer dans les temples parce que dans les temps anciens, il y avait une raison. Souvent, les temples étaient aussi en hauteur. Il fallait traverser une forêt où il y avait des animaux sauvages. L'odeur du sang pouvait les attirer aussi. Donc, il y avait tous ces aspects aussi qui faisaient qu'on les isolait aussi pendant cette période. Et maintenant, on va au temple en voiture. Donc c'est pas isolé. C'est plus les mêmes infrastructures routières. Donc c'est la modernisation, quoi. Donc, mais les tabous sont restés. Quand on y pense, c'est que c'était juste ça, quoi. C'était protéger la jeune fille de tout ce qui pouvait lui arriver. Elle pouvait être en sécurité chez elle. Et il y avait toujours quelqu'un avec elle pendant c'est ça toujours. Mais d'ailleurs, du coup, moi, par exemple, j'ai aussi une théorie. Je sais pas si je peux dire que c'est une théorie. Mais moi, je pense que les rites sont hindous. Mais c'est pas ce que tu me disais dans la discussion qu'on avait eue. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliciter cet aspect-là ? C'est-à-dire que à l'époque, maintenant, tous les rites féminins ont été un peu hindouisés. Ouais. Avec des prêtres, il y a l'histoire du titre, c'est la souillure des règles, on peut traduire ça comme ça. Donc il y a un prêtre qui vient absoudre le titre, la souillure devant un feu sacré. Tout a été codifié et l'hindouisme a pris en main un petit peu tous ces rites ancestraux féminins qui se passaient plus dans un but de soutenir physiquement et moralement une jeune fille, de l'entourer, de la rassurer. Voilà, c'est l'évolution et beaucoup de choses. C'est-à-dire que le sens profond a été un peu perdu. Et on est plus dans un aspect commercial maintenant ou un aspect religieux où on répète. Parce que, oui, donc, tu sais, quand tu réfléchis, quand tu vois dans le Sirvarisei ce qu'il y a tout le nécessaire de toilette, ce qu'elle a besoin de... Mais c'est quoi, pardon, le... Sirvarisei, c'est tous les plateaux qu'emmène l'oncle maternel, qui est très important dans une cérémonie de Manjal Niratvija. Il emmène tout ce qui... il y a en général un peigne, un miroir, des racines de curcuma, du santal, de l'eau de rose. Donc, tu vois, quand tu vois le plateau, c'est... à l'époque où le commerce n'était pas organisé comme maintenant, il n'y avait pas des boutiques où ils vendaient des cosmétiques. Et c'est la famille qui emmenait tout ce dont elle avait besoin, quoi, pour s'entretenir physiquement. Le sari, c'est des cadeaux utiles. Et donc c'est resté dans les mœurs. On offre toujours des fleurs, des saris, notamment le davani. Pour la première fois, elle met un demi-sari. Qui la promeut du statut de fillette à l'adolescence. Du coup, ce rite-là en précis, ça a été de base, c'était des rites un peu, on va dire, familiaux, culturels, qui se passaient que dans l'enclos familial et qui après s'est fait codifier par l'hindouisme avec le temps. Oui. Et du coup, maintenant, c'est des rites qu'on appellerait hindous, mais c'était pas du tout hindou de base en fait. Non. À l'origine, non, parce que quand on y réfléchit, c'est plus un accompagnement. À l'époque où il n'y avait pas de psychologue, c'est les femmes qui se soutenaient moralement et qui guidaient, qui s'échangeaient sur ce qu'il y avait à faire et pas faire. Donc c'est toute cette solidarité entre femmes aussi. Et dans ces moments-là, elles se sentaient soutenues, elles parlaient entre elles. Et il y a aussi un syncrétisme religieux. On retrouve cette cérémonie de puberté aussi chez les catholiques. Ouais, c'est vrai. Ouais, chez les Tamouls. C'est vrai. En fait,
Pour moi, j'ai l'impression que c'est rite hindou parce qu'il y a plein d'éléments qui font penser à l'hindouisme. Parce que, par exemple, manjal, le vibhuti, c'est de la poudre blanche et le kungumam, la poudre rouge, qu'on met en fait quand on est béni d'un temple. J'ai aussi appris que les Indiens, les Sri Lankais, les Tamouls, du coup, pratiquaient aussi ces rites-là, même s'ils étaient chrétiens ou musulmans. Oui, bien sûr. Donc en fait, tout le monde s'est approprié un petit peu les rites des Indes. Donc tu vois bien qu'à la base, ça n'a rien à voir avec la religion, quoi. C'est vraiment le bien-être d'une jeune femme qui démarre dans sa vie de femme. Donc il y a une autre expression aussi très métaphorique pour dire les premières règles, c'est Pupu et Idel. Pupu veut dire fleur, donc dans l'ancien tamoul, c'est l'éclosion d'une fleur. Donc c'est vraiment c'est une période charnière, quoi, pour une femme. Et d'ailleurs dans les textes du Kama Sutra, ils disent justement la femme c'est comme une fleur, donc il faut la traiter avec douceur, quoi, hein. Il y avait cet aspect dans... C'est intéressant de voir cette fête de la puberté d'une façon différente. Donc en fait, j'avais justement fait part du fait que j'avais une vision, je vais dire négative. Je pense que même mes semblables ont une vision assez perturbée de cette fête de la puberté-là, parce que nous, en tant que jeunes filles, on était vraiment amenées au fait accompli, donc on devait juste s'asseoir et se montrer en tant que femme ayant eu ses règles. Et en fait, il y a une objectification de la femme qui, en fait, au contraire, si on regarde la base même de ce rite, est complètement faux. C'est-à-dire que cette objectification que nous, on ressent en tant que personne vivant ce rite n'est pas en phase avec les bases même de ce rite, au final. Parce que c'est justement pour vénérer la femme. Bien sûr. Et moi-même, je ne l'avais pas compris parce que, bien sûr, moi, on m'a fait aussi j'ai eu ma propre cérémonie de puberté. Et à l'époque, je trouvais ça barbant, long, j'étais isolée des autres, je ne pouvais plus aller à l'école. Le seul avantage, c'était j'étais entourée par les cousines, par les tantes. J'avais une mauvaise image de cette cérémonie parce que je ne voulais pas que le monde entier sache que je venais d'être pubère. Ouais. Et ma mère ou les autres ne m'ont pas expliqué le sens profond de ce rite. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que maintenant c'est devenu commercial, on loue une salle, on fait ça en grande pompe. Mais à l'époque, c'était dans ce but-là d'accompagnement, mais aussi, il faut dire qu'il y a quelques centaines d'années, il y avait le mariage des enfants, souvent vers 12-13. Ma grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 11 ans, ma grand-mère maternelle. C'était dès qu'elle devenait pubère, cette cérémonie de la puberté, c'était pour dire aux autres que nous, on a une fille en âge de se marier. Souvent dans les villages, à l'époque, ils n'avaient pas les réseaux de communication, téléphone ou autres moyens pour prévenir les autres. C'est une publicité matrimoniale, donc tout le village savait qu'il y avait une jeune fille à marier dans cette famille. Donc souvent, à l'âge de 13-14 ans, elles étaient mariées. Dès qu'elles étaient pubères, elles partaient dans leur belle famille, donc les grossesses s'en suivaient. Et il y a aussi, justement, pendant ces 7 jours, elle a un régime très particulier à base de protéines, d'aliments très nourrissants. Tout est fait pour que, pas solidifier, comment on pourrait appeler ? Renforcer ? Pour renforcer tout le système reproducteur, parce que à l'époque, elles avaient des enfants très jeunes, donc il fallait les nourrir en conséquence pour qu'elles supportent bien les grossesses à répétition qu'il allait y avoir par la suite, quoi, hein. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me faisait gober des œufs crus, battus au lait. C'était à jeun, c'était horrible, quoi, le matin à jeun. Mais bon, après, il y avait les ouloum de Cali, tout ce qui est à base de lentilles, de sucre brut,
De sésame aussi? Oui, à base de sésame. Mais tout ça, c'était... nous, à notre époque, on n'en a pas besoin parce que d'emblée, nous, déjà, on se marie pas si jeune, on n'a pas d'enfants aussi jeunes. Mais voilà, c'est rentré dans les mœurs, donc tout ça est suivi, quoi. Hein, que même quelques siècles après, on donne une certaine alimentation, on les traite d'une certaine manière. Et là, c'est sûr que il y a beaucoup d'aspects, quand tu rentres vraiment et que tu réfléchis, il y a beaucoup d'aspects positifs dans tout ça, qui a été fait pour le bien-être et la santé de la jeune femme. C'est vrai qu'en discutant de façon précise, on remarque une toute autre image et on ressent surtout l'histoire en fait à travers ce rite. C'est un rite qui est très ancien et qui est né justement d'un besoin c'est né vraiment du besoin en fait de, voilà, comme tu as dit, renforcer la jeune fille, renforcer la sororité. Donc c'est très positif en soi. Même si en fait aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on a un peu commercialisé, mais on est encore dans cette envie de perpétuer les rites. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment la grosse image de ce rite. Mais aujourd'hui, vu qu'on est sur un aspect qui est complètement différent de ce qui était fait avant, comment est-ce qu'on peut créer une ambiance positive? Parce que du coup, comme je t'ai dit, moi j'ai une mauvaise image, moi personnellement. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau de mes semblables, mais à chaque fois que j'en discute, on a de mauvais souvenirs, je veux dire. Dans ce cas-là améliorer un peu notre image de ce rite, qu'est-ce qu'on pourrait en fait instituer? Expliquer aux jeunes filles pourquoi on fait ça, dans quel but, tout ce qui en découle de positif, hormis le côté commercial ou un peu voyeur. Maintenant, c'est carrément des mises en scène, des vidéos qui inondent les réseaux sociaux. C'est devenu vraiment un phénomène de société, quoi. Hein. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était en toute intimité, quoi. Ça se passait... Après, il faut demander aussi l'avis aux personnes concernées, à la jeune fille, si elle a envie de quelque chose de grandiose, si elle a envie que ce soit en toute intimité, respecter son choix, surtout quand on vit en France, si elle a envie de ce qu'elle a envie et s'adapter en fonction de ce qu'elle veut, elle, et non pas juste pour continuer dans des traditions qui sont d'une autre époque et qui ne sont pas toujours adaptées dans la société dans laquelle on vit. C'est des conseils à prendre en compte. On va basculer sur un autre sujet. On parle du rapport de la femme à son corps, à sa sexualité, mais sexualité passe surtout aussi, va de soi avec la sensualité. Donc sur ce propos-là, comment est-ce que la femme tamoule, malgré le fait qu'elle passe par différentes phases un peu d'incompréhension, notamment on l'a vu avec la fête de la puberté qui n'est pas forcément comprise, comment est-ce que la femme s'approprie sa sensualité? Quand tu les observes, les femmes tamoules, elles sont très sensuelles dans leur manière de se vêtir, le sari, ça dévoile certaines parties du corps. Il y a quand même un message érotique qui passe. C'est un peu en contradiction parce que voilà, il y a des codes vestimentaires qui font que la femme tamoule est sensuelle, mais elle n'a pas le droit de l'exprimer, vraiment sa sensualité d'une manière autre que ce qui est défini par la société. Voilà, il faut mettre des cheveux, des fleurs dans les cheveux. Les fleurs aussi, ça a un rapport avec l'odorat. Tout est basé sur les sens. C'est pour ça que mon premier roman, j'appellerais celui-ci un roman sensoriel, parce que ça passe avec les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Et c'est tout ce qu'elle dégage, la femme tamoule, à travers ce qu'elle est. Mais il y a quand même un décalage entre ce qu'elle voudrait être et ce que la société veut qu'elle soit. Donc, elle ne peut pas vraiment laisser parler sa sensualité. Et comment on peut définir une sensualité? Déjà, ce n'est pas une question de beauté. C'est comment la femme se sent dans son corps, comment elle exprime sa féminité.
c'est aussi une affirmation de soi, comment elle se sent, si elle se sent bien avec son physique ou pas. Donc il y a tout ça aussi qui rentre dans la sensualité. S'habiller ne suffit pas, quoi. Donc on perçoit au travers de ce que tu dis que l'appropriation de son corps, la femme tamoule, elle peut pas vraiment le connaître à cause en fait du patriarcat qui est ambiant et qui casse justement leur envie. En fait, elles sont réprimées par le patriarcat. Dans leur désir, oui, bien sûr. Donc elles ne peuvent pas, en fait... Tout est cadré, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité féminine, du désir. La femme, c'est pas juste un outil de procréation dépourvu d'envie personnelle, quoi. Hein. Quelque part, la sexualité a été sacralisée et les plaisirs du corps un peu diabolisés, quoi. Hein. Et c'est tout le contraire en Inde ou le pays du Kama Sutra où notamment il y a seulement la partie érotique qui est sortie avec les positions du Kama Sutra, mais c'est 6 livres, je crois, c'était écrit au IVe siècle ou quelque chose, aux environs du IVe siècle par Vatsyayana. C'était exempt de tabous, de normes, et c'était plus les plaisirs du corps, mais il n'y avait pas que l'aspect sexuel, il y a aussi la rencontre non seulement de 2 corps, mais de 2 âmes, quoi. Hein. Il y avait... c'est la sexualité sacrée, on peut parler de tantrisme, de la sexualité divine, bon, c'est un autre sujet, mais c'est d'autant plus paradoxal que dans une société comme ça, où on voit partout, sur les temples et tout, des statues érotiques, et dans la vraie vie, même il y a un gros décalage aussi entre les films indiens et voilà, c'est très libéré. Moi, je vois les films... Là, aujourd'hui, les films d'aujourd'hui ? Ouais. Elles ont fait beaucoup de progrès, c'est très libéré. Ouais. Et puis, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on est vite catalogué, mis... Je ressens aussi une sorte de libération dans les films. Hein. Avec le temps, on prend, je sais pas, un film des années 80 et on le compare à un film d'aujourd'hui. C'est complètement différent. Maintenant, il y a des bisous sur la bouche, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était une petite fleur. Mais justement, je pense aussi que les mentalités évoluent et que les femmes, elles sont beaucoup plus libres qu'avant. Même si il y a quand même... là, on le ressent, nous, aussi en tant que franco-indienne, dans nos cultures, que la sexualité... c'est tabou, mais c'est encore plus tabou dans des discussions normales comme ça dans nos familles, on ne peut pas en parler. Et en fait, typiquement, comment on découvre notre sexualité, sensualité, c'est seul. Moi, j'ai été éduquée seule, en fait, dans mon rapport à mon corps, parce que ma mère, elle n'a pas été elle aussi éduquée, elle a tout découvert seule. Prendre la pilule, aussi, je sais pas, la masturbation, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas eu d'éducation. Est-ce que ça s'explique ? Je ne sais pas, mais toi, quel est ton avis dessus ? Moi, j'étais dans le même cas que toi. J'ai découvert tout ça une fois que j'étais en France. Ouais. Je pensais encore à 16 ans qu'en faisant un bisou sur la bouche, on peut retourner enceinte. Mais les temps ont évolué, les Indiennes sont beaucoup plus libérées maintenant, elles ont à peu près les mêmes envies que les femmes occidentales, elles ont envie de s'émanciper, vivre leur féminité, sortir, danser, avoir une relation amoureuse, mais j'ai l'impression que ça évolue beaucoup plus vite en Inde qu'ici en France, dans les communautés franco-indiennes. Ouais. Ou peut-être que les parents sont partis d'Inde il y a 30 ou 40 ans. C'est ça, ouais. Et qui sont restés avec bloqués à cette période, comment devait être la femme. Et elles essayent de répéter ça avec leurs enfants, leurs filles, et mettre les mêmes barrières, ou que ce soit, il y a des choses dont elles n'arrivent pas à parler librement. Tu viens de le dire à l'instant. Dans ton cas, avec ta mère, ça reste quand même un peu
dans l'ordre de l'intime, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas des discussions que j'ai eues avec ma mère, j'ai appris seule avec mes copines, enfin je me renseignais plus ou moins comme ça. Après nous en tant que franco-indiens on a la chance d'être éduqués sur ce sujet-là en France, donc je savais que du coup fallait pas juste faire un bisou pour avoir un enfant. Non mais mais sinon dans mon éducation à moi, parce qu'en fait l'éducation sexuelle de chacun elle est différente, donc moi ce qui rentrait en jeu dans mon éducation, il y avait aussi la culture indienne où la femme, même en général la sexualité est réprimée. C'est-à-dire que moi, je grandissais avec un côté... mon rapport à la sexualité réprimé parce que je ne savais pas ce qui était interdit, je ne savais pas ce qui était possible de faire. Donc, j'étais plus ou moins éduquée à l'école, mais je ne savais pas comment, en fait, me l'approprier. C'était là quelle était la difficulté. C'est s'approprier son corps. Et du fait qu'on n'est pas éduqué, du fait qu'il y a un gros tabou en fait sur la sexualité en Inde, alors que pourtant au travers de la fête de la puberté on amène comme ça la fille sur un plateau, on lui dit du coup c'est bon, elle est mariée, elle peut se reproduire, mais à contrario on n'est pas éduqué sur ces sujets et on ne sait pas en fait comment réagir avec sa sexualité. C'est complètement contradictoire. En fait. D'ailleurs, ça me rappelle une expression en tamoul, on dit ponnu vaisku vanduta. Ça veut dire oui, la jeune fille est arrivée en âge avec un point d'interrogation, en âge de quoi? D'avoir des relations sexuelles ça peut choquer. Mm-hmm. Souvent, ça choque on dit c'est des mariages d'enfants, même quand elles sont pubères. Par exemple, ma grand-mère qui s'est mariée, j'ai une tante, elle s'est mariée à 13 ans, la sœur de ma mère, donc... La mienne, elle s'est mariée à 16 ans, donc c'était déjà... Mais à cet âge-là, c'est vrai que ça paraît tôt. Mais quand on voit la sexualité en France, ici, les jeunes aussi ont des relations sexuelles très tôt. Dès l'âge de 12-13 ans, je veux dire, c'est la nature, quoi. Après, il faut canaliser, il faut éduquer, justement, montrer ce qui peut être préjudiciable pour la jeune femme. Et puis... C'est le rôle des femmes, quoi, hein, que ce soit la mère, la grand-mère, la tante en France, on a l'éducation sexuelle, on a dans les cours de biologie, donc déjà... Ouais, je pense qu'il faut normaliser l'éducation sexuelle et ne pas reproduire les schémas du coup, de nos parents, parce que, toi comme moi, on a quand même, on est de deux générations différentes, mais on ressent toujours ce même constat. Ça veut dire que ça passe de génération en génération. Et je suis surprise que tu me dises ça parce que tu es née en France. Non, c'est un truc que moi aussi j'ai ressenti. Parler de mon intimité à ma mère, c'était quelque chose de tabou pendant très longtemps. Ah ouais. Moi j'ai appris tout, la pilule, que c'était de la contraception, ça je l'ai appris à l'école. Donc ça va. Mais j'ai pas forcément eu toute l'éducation autour de ça, comme quoi je pouvais prendre ça pour des rapports sexuels. J'ai commencé à apprendre toute seule. Il y a plein de sujets sur lesquels je me suis aussi éduquée toute seule, comme par exemple que la femme elle pouvait aussi ressentir de l'envie de se masturber, comment se passent les rapports sexuels, comment est-ce qu'on enfante, parce qu'en soi on a ça sur le cahier en France, on a en livre. Mais je trouve ça important que les parents en fait nous aident aussi à comprendre notre corps, à notre sexualité, notre sensualité. Ça c'est pas quelque chose que j'ai eu. Par contre, il y a un truc que j'ai eu et que franchement je remercie ma mère pour ça, c'est que ma mère elle m'a toujours éduquée sur le fait que je devais aller voir un gynécologue. Ce qu'elle ne pouvait pas dire, la gynécologue pouvait t'apporter les mais pas que, en fait, ma mère, elle était quand même éveillée sur la santé. Hein. Moi, à chaque fois que j'avais des problèmes, j'allais directement chez le médecin. Nous, on a un rapport avec la santé qui est très important. Et la gynécologue, ça, c'est quelque chose que j'ai fait assez jeune. Je crois que j'avais 16 ans. Mais c'est parce que ma mère pensait d'abord à la santé. Hein. On parle à la santé féminine. Mais je suis sûre que ma mère, elle n'était pas éduquée sur la gynécologie. Elle l'a su ici en arrivant en France. Hein. C'est sûr que ça n'existe pas en Inde, je crois. Enfin, si ça existe, mais c'est pas forcément la même chose qu'en France, par exemple. Oui. Non, mais ça, je pense que... Et puis même, n'hésitez pas à me donner vos avis, mais je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. C'est que ça se transmet de génération en génération. Le rapport à sa sensualité, à sa sexualité, il est brimé de génération en génération. En espérant que les générations qui arrivent là, elles s'ouvrent sur ce sujet. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui reste quand même tabou. Et du coup, c'est intéressant, en fait, d'avoir ce genre de discussion, parce que du coup, t'es quand même un peu mon aîné. Donc, on voit, en fait, que dans nos deux générations, on a des similitudes, quoi. Et c'est d'autant plus étonnant, parce que c'est vrai que
À l'époque, on ne savait rien. Par exemple, la nuit de noces, tu n'étais pas briefé de ce qui allait se passer avant. Voilà, donc il fallait être... j'ai le retour de mes cousines, c'est un peu ça, quoi. Hein. Il fallait faire ce que disait le mari. C'est très normé. C'est très prude. Voilà, il y a toujours cette histoire de virginité. On mettait l'accent là-dessus. Et c'était angoissant pour les femmes aussi. Hein. Il n'y avait pas aussi cette notion de préliminaire. Souvent, c'était, d'après ce que racontent mes cousines, hein, c'était brutal. Moi, j'ai entendu des filles dire, des femmes, dire que elles ressentaient pas de plaisir, que c'est... voilà, elles savent pas ce que c'est. Il y en a beaucoup des années après, elles savent pas ce que c'est que l'orgasme. Il n'y a pas de jouissance. Il y en a qui se sont même pas déshabillés. Voilà. Il y a une méconnaissance incroyable. Et ça s'applique aussi sur ma génération à moi, la génération 90. Ça s'applique sur ma génération. Moi, je me renseigne parce que maintenant, je suis beaucoup plus libérée. Je me suis énormément renseignée à l'extérieur, en discutant avec des copines, en échangeant sur ça, etc. Donc, je me suis vraiment libérée. Et je trouve ça important, en fait, de dédiaboliser la sexualité, en tout cas de la femme. Hein, je parle, parce qu'on parle de la femme. Et puis, il y a des messages erronés aussi, hein, à travers la pornographie. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile. La femme, elle est dégradée, elle est avilie. Parfois, c'est montré comme si c'était la norme. Même dans les littératures... il y a la littérature érotique qui est soft, mais il y en a qui sont beaucoup plus... hard. Et par exemple, il y a des livres qui sont sortis sur... je vais pas dire le nom, 50 nuances de gris. J'ai commencé à lire, connu. Mais je me suis dit, mais c'est quoi? Elle est nunuche, cette fille. C'est le gars pervers narcissique qui l'amène à la baguette. C'est un objet, quoi, hein, dans ses mains. Et je comprends pas qu'il y a eu un engouement. Comment autant de femmes peuvent se reconnaître à travers ce profil? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, quoi. Hein. Pour moi, c'est un partage, la sexualité. Tout ce qui est jeu érotique, tout ça, c'est un partage. C'est pas comme c'est décrit dans certaines pratiques sadomaso. Et puis, il y a la pornographie, les vidéos. Les jeunes se renseignent beaucoup là-dessus, maintenant. C'est vrai. Et ils croient que c'est erroné, leur vision de l'amour à deux, parce qu'ils pensent que c'est ça la norme par rapport aux normes physiques ou ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Beaucoup de jeunes filles sont déçues. Et justement, parce qu'il n'y a pas une bonne éducation. Même dans le milieu scolaire, on t'écrit biologiquement ce qui se passe, mais on ne te dit pas ce que ça doit être, la relation humaine, quoi. Hein, c'est ça. Si on s'extirpe du schéma tamoul franco-indien, c'est vrai qu'en général aussi, en tant que femme, là je parle vraiment en tant que femme, certes racisée, je trouve que l'éducation aussi, elle n'est pas sexuelle, elle est brimée d'une certaine façon sur la littérature, sur les vidéos, etc. Et en fait, l'image que véhicule tout ça, ça montre un mauvais rapport. Bien sûr. De l'érotisation, et ça c'est un truc qui est énormément dénoncé par des féministes. C'est pas juste de la gymnastique, quoi. Hein, c'est pas c'est un peu du male gaze, quoi. Je connais pas. En fait, c'est le fait de toujours mettre en avant l'homme, en fait, de créer des choses dans la perception de l'homme, et on le voit beaucoup avec les films. Alors les films tamouls, je pense que c'est à foison, c'est l'homme, mais il y a beaucoup de films qu'on peut voir à Hollywood, etc., où en fait on voit tout à travers l'œil de l'homme. Et pour la pornographie, typiquement, 80% c'est à travers le regard de l'homme. Et je dirais même 20%, je trouve ça énorme, mais je sais qu'il y a une catégorie pour les femmes, par exemple. Mais sinon, tout le reste se fait dans le regard de l'homme. Donc déjà, même la société de base est patriarcale. Donc le côté patriarcal, il se voit en fait dans tous les domaines au final, hein, l'érotisation, etc. Tout est perçu par l'œil de l'homme, donc c'est un peu compliqué. Et encore pire dans nos communautés, dans les communautés sud-asiatiques. Mais je pense que c'est un problème qui est propre à toutes les communautés, et c'est important de le souligner aussi, hein, qu'on a cette perception-là. C'est pour ça que j'ai voulu inverser la vapeur. Dans mon premier roman, j'ai abordé le thème de l'érotisme
certes avec des métaphores et des images. Je suis pas tombée dans la vulgarité, mais j'ai voulu mettre en avant l'érotisme au féminin. C'est-à-dire que je ne pouvais pas parler des femmes, d'émancipation, de l'épanouissement des femmes, du bien-être, sans parler de leur vie sexuelle. Ouais, et j'aborde de manière très imagée tout ce dont on vient d'en parler, quoi. La masturbation féminine, le désir féminin, c'est aussi important que le désir masculin. Et vous pouvez retrouver ce livre de Shilpa Devi sur Amazon. En termes de prix, il est à 15 €, mais il est très nourri. Je pense que c'est important, nous, en tant que Sud-Asiatiques, d'essayer de comprendre nos vécus et notamment grâce à des livres comme ça. Franchement, moi, j'ai lu l'autre. J'ai lu Pondichéry, la Sororasi. C'est fou. Sur le moment, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de vivre là, juste en lisant le livre, que c'était incroyable, parce qu'en fait, je me reconnaissais dans plein de choses. Même dans tes livres, en fait, tu francises un peu le tamoul. Oui. Et c'est pour ça que c'est aussi accessible à tout type de public. Mais le fait qu'en tant que pondichérienne, du coup, parce que je suis de culture pondichérienne, que je lise un livre comme ça, pour moi, c'est incroyable. Donc je le conseille à tout le monde. Je te remercie de le dire parce que ça me conforte dans l'idée que je dois continuer sur ce chemin. Et surtout qu'en fait... Oui, dis-moi, pardon. Oui, bien sûr, parce que justement, il faut que ça résonne, quoi, que ça pousse les femmes à aller de l'avant, à se prendre en main, de ne pas perdurer dans la victimisation, et puis de pas tout mettre aussi sur le dos du patriarcat, parce que c'est à nous de prendre notre destin en main et pas... Le changement, il faut que ça vienne de nous. Après, les hommes, c'est un peu aussi le maillon fort pour nous emmener vers la parité. C'est sûr, ils sont essentiels aussi à notre épanouissement. Et il ne s'agit pas d'opposer hommes et femmes, mais plutôt pacifier les relations et qu'on avance vers la même direction, quoi. Alors, merci beaucoup Shilpa Devi pour cet entretien qui était super enrichissant. Et franchement, j'ai vraiment adoré discuter avec toi. J'espère que tu ressens la même chose aussi. Ouais, moi aussi, je te remercie de m'avoir donné la parole parce que j'ai pu m'exprimer librement. Bon, c'est vrai que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais bon, là, tu m'as mis à l'aise et puis ça s'est très bien passé. Et puis... tout ce que je viens de te dire, c'était aussi, ça s'est concrétisé matériellement par des livres. C'était ma façon à moi de partager avec les autres. Merci encore de nous avoir écoutés. Et rappelez-vous, ici on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. À très vite dans un prochain épisode du podcast de Talk Tabou Média. Merci à tous. Merci. Au revoir.